Hélène et les mauvais garçons. Cette fille et les hommes qui l'entourent sont les auteurs du casse du siècle. 146 millions de francs, 3 fois le montant du hold-up de Spaggiari à Nice quelques années plus tôt. Il faut dire que la cible cette fois-là était idéale. La Banque de France de Toulon, carrément, l'argent de l'État français. Un scénario parfaitement huilé qui va associer une employée de banque vénale et amoureuse à une bande de truands du Var. Une petite partie du butin a été retrouvée, 9 millions de francs, 1 200 000 euros. Le reste, 137 millions, est toujours dans la nature aujourd'hui. Toulon, le 16 décembre 1992, 7 h du matin. L'heure d'aller se coucher pour Emmanuel Demémé, gardien de nuit à la Banque de France. Quand il arrive devant chez lui, il trouve 2 hommes en train de décharger des caisses de champagne. Au moment où il ouvre la porte de l'immeuble, les 2 hommes le poussent brutalement dans le hall. Et là, alors, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont poussé dans le couloir. Je suis propulsé devant l'ascenseur. Devant l'ascenseur, le gars me donne un coup de crosse, me met le genou sur la gorge, me braque la tempe, me dit « Tu sais pourquoi on est là ?» J'ai dit « Non ». Et il me dit « C'est pour la banque. Alors tu fais ce qu'on te dit et tu n'auras pas de problème. » Un 3e homme les rejoint. Et tout le monde se retrouve au 3e étage, chez Emmanuel Demémé. Sa femme et son petit garçon de 6 ans dorment encore. Moi, ils m'ont amené dans mon salon. Ils m'ont fait m'asseoir sur un fauteuil. Et je devais regarder mes pieds et le mur. En l'occurrence, je voyais un sapin de Noël qui s'allumait et qui s'éteignait. Et là, j'ai commencé à prendre des coups. Ils me posaient plein de questions, me demandaient les horaires d'ouverture de la banque. Alors moi, je leur donnais des faux horaires, je prenais des claques. Ils commençaient à me dire, voilà, quand on va au coffre, ça se passe comme ça, il faut les clés, il faut des choses. Et je dis non, il faut pas ça, il faut... Bon, alors là, je prenais des coups de crosse, si, il faut ça, il faut ça. Il faut prendre la clé à un tel, la clé à l'autre. En fin de compte, ils en savaient plus que moi. Les gangsters cuisinent Emmanuel Demémé pour le tester. J'ai pris des coups de 7h jusqu'à, on va dire, 8h30. 8h30, mon fils s'est réveillé. Alors là, ils l'ont attrapé, ils lui ont expliqué qu'ils étaient les Tortues Ninja. Le petit avait 6 ans. Que c'était rien, qu'il s'amusait avec papa. À 10h moins le quart, un homme d'une 50aine d'années les rejoint. Il porte une fausse barbe et un sac contenant des fusils d'assaut. Les autres l'appellent l'artificier. Il commençait à leur parler doucement, à leur dire de se calmer, que c'était pas la peine de me bousculer. Bon, là, je souffle, moi. J'ai dit, c'est bon, j'en prends plus. Et là, il commence à m'expliquer que de toute manière, il connaissait tout. Il savait telle personne qui habitait là. Moi, apparemment, il m'avait suivi pendant des mois et des mois. Ils avaient mis un micro à la maison. Donc, ils savaient, dans ma chambre, ils m'ont bougé l'armoire pour enlever le micro. Ils étaient déjà rentrés, ils avaient fait les clés. Ils avaient les clés de mon véhicule. C'était vraiment... Ils savaient ma vie, mais alors... C'était incroyable. Les heures passent. D'autres gangsters débarquent dans l'appartement désormais transformé en QG. Tous, la trentaine, le visage grimé. Ils jouent avec leurs armes, vident des cafetières, écoutent la police sur le scanner et discutent beaucoup. Emmanuel Demémé, lui, doit fixer ses chaussures. Là, vers midi, après, moi j'ai vu tout ce monde, j'ai sorti un rôti de porc conséquent, j'ai dit, ils vont manger, peut-être. Là, j'ai commencé à faire des frites, des trucs. Et là, il est venu, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je fais à manger. Il m'a dit, vous allez manger tout ça, mais j'ai dit, vous mangez pas. Et j'ai dit, je sais pas, vous mangez pas, vous, alors? Elle m'a dit, non, on n'est pas là pour manger, nous. Et j'avais tellement peur de prendre des coups, et j'ai dit, peut-être qu'il faut faire comme ça. Alors ça les a fait un peu rire, et là, l'atmosphère est descendue. Donc là, à partir de là, j'étais plus... Moi, je prenais plus de baffes. Mais le gardien n'est pas au bout de ses peines. À 16h, l'artificier sort de son sac une banane en cuir. La sacoche contient 300 grammes d'explosifs
relié à un détonateur télécommandé. Il m'a expliqué qu'ils allaient me mettre ça sur le ventre, que si je faisais quoi que ce soit qu'ils ne m'avaient pas ordonné de faire, me faisait exploser. Il a commencé à m'attacher la ceinture sur le ventre. Et là, alors là, c'était envie de rendre et tout. C'était vraiment pas bon. Au même moment qu'il m'attachait la ceinture, j'ai vu partir mon fils dans les bras d'un gars. Et sa mère repoussé et partir. Là, on a dit qu'on les emmenait quelque part, que si ça se passait mal, ils me les tuaient. Là, j'ai dit, c'est bon. J'ai dit, ce soir, on est tous morts. Une bombe humaine. Emmanuel de Mémé est conduit dans sa voiture. L'artificier et 2 hommes armés montent avec lui pour traverser lentement Toulon, suivi de près par une autre voiture. Il est 17h. Il se gare devant la Banque de France. À cette heure-ci, la banque est déjà fermée au public. L'artificier attend qu'un employé sorte pour s'engouffrer dans le sas avec Emmanuel de Mémé. Maintenant, le gardien doit convaincre ses 2 collègues de lui ouvrir la porte du hall. Il ne voulait pas m'ouvrir. Mais c'était catégorique, il ne voulait pas. Il voulait appeler le directeur. J'ai dit, si t'appelles le directeur, ils vont me faire sauter. Donc j'ai montré que j'avais la sacoche, parce qu'en plus, il me l'avait ouvert pour qu'on voit bien la lumière qui clignotait. Ça, c'était terrible. Et là, en voyant qu'il ne voulait pas, je me suis mis à genoux. Je me suis mis à genoux et je l'ai supplié. J'ai dit, attends, j'ai dit, ils vont tuer ma femme et mon fils. J'ai dit, oh. J'ai dit, il faut faire quelque chose. Le gardien cède. Il ouvre le sas. Il y en a un qui se met au pupitre, qui ouvre les portes. Et là, derrière, ils étaient tous arrivés. Alors les perruques, les lunettes, ils étaient tous gantés, tous bien habillés. C'était vraiment... avec le recul, c'était un film. Les autres membres du commando investissent la caisse et regroupent les employés. Mais il en manque. Alors ils font le tour des bureaux, armes au poing. Au même moment, la grande porte est ouverte pour permettre à une fourgonnette de s'introduire dans la cour de l'immeuble. Madame Coignat, vous à l'époque, vous êtes donc employée à la Banque de France de Toulon, vous êtes sur place, 17h15, 17h30, la banque ferme. Qu'est-ce qui se passe là alors? Donc je m'apprêtais à partir, je rangeais mes affaires et la porte des bureaux s'ouvre et j'entends c'est un hold-up. Et la première personne que j'aperçois, c'est Emmanuel de Mémé. Et comme c'est quelqu'un qui aime souvent plaisanter, sur l'instant, j'ai vraiment cru que c'était une blague de sa part. Bon, donc je ne réagis pas. Je continue à ranger et là, il s'avance, suivi de près par un homme. Et mon chef de service sort également, M. Tournour, de son bureau. Et on nous dit, ce n'est pas une blague, c'est vraiment un hold-up. Et c'est vrai qu'en observant Emmanuel de Mémé, il était livide. Vous voyez la ceinture d'explosifs? Non, je ne vois pas la ceinture d'explosifs. Par contre, le braqueur, lui, avait une arme de poing. Et Emmanuel de Mémé nous dit, je vous en supplie, faites ce qu'on vous dit. Ils ont ma femme et mon fils en otage. Et le braqueur de rajouter aussitôt, à ce moment-là, vous voyez, il a une ceinture d'explosifs autour de la taille, donc... Vous le regardez? Alors c'est vrai que, bien sûr, dès le début, on l'a regardé, et la première chose que je me suis dite, je n'ai pas dit je vais mourir, mais je me suis dit je ne reverrai peut-être plus mes enfants, parce que j'étais stupéfaite qu'ils ne soient pas cagoulés. Il n'était pas cagoulé, il n'avait aucune manière de... Peut-être qu'il était un peu après grimé, après coup, on peut se dire. Il avait des cheveux un peu longs, il avait un type chinois, voilà, asiatique, des cheveux un peu longs. Alors était-ce une perruque? Je ne sais pas. Donc ensuite, il vous descend au sous-sol? Mais c'est vrai que là, il nous a bien précisé, maintenant, vous regardez vos pieds et vous ne levez plus la tête. D'accord. À partir de cet instant. Voilà, donc un complice arrive. Ils nous font mettre en file indienne et nous voilà en train de descendre les étages pour arriver au rez-de-chaussée. Mmh. Donc là, moi, machinalement, j'ai levé la tête et on m'a tiré sur ma frange en me disant les ordres, les pieds.
Et il y avait un autre homme, moi qui me paraissait être le chef du commando, parce qu'il avait l'air plus âgé que les autres. Enfin, je ne sais pas, moi je me suis mis en tête que c'était lui qui dirigeait un petit peu les opérations. Et donc c'est là qu'on vous a placé? Là, on a ouvert un local et on nous a dit de rentrer. Et là, évidemment, j'ai eu la stupéfaction de voir qu'il y avait tous mes autres collègues qui étaient là, enfermés, et qui avaient été soit cueillis au fur et à mesure de leur départ, soit on avait été les prendre en otage sur leur lieu de... Vous pouvez dire combien ils sont? Au moins 3, mais on savait qu'ils étaient bien 5-6. À 17h30, les employés de la banque sont tous neutralisés. Les braqueurs foncent alors vers la salle des coffres avec les 2 caissiers et le gardien de Mémé. Les caissiers tentent de résister. Il y en a un qui voulait pas donner les clés au début. Ils lui ont dit, de toute façon, on est devant chez toi. S'il arrive quoi que ce soit, tu refuses. On te prend ta femme et tes 2 filles. Donc là, ils ont tempéré. Ils ont ouvert la première grille. Le caissier a commencé à leur dire... voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, vous pouvez y aller. Et là, l'autre, il a regardé, il lui a dit, oui, oui, comme ça va sonner dans quelques minutes, tu vas pas nous la faire à nous. Alors là, l'autre, il a baissé la tête et il a commencé à avoir peur. Là, moi, ils m'ont pris, ils m'ont mis sur le côté. Donc là, j'ai pas vu ce qui s'est passé après. Je voyais les chariots défiler avec les billets, les billets, les billets, les billets. En moins de 9 minutes, les gangsters vident 34 sacs de 25 000 coupures, près de 850 kilos de billets. Les liasses sont déjà conditionnées, bien rangées dans des sacs en plastique transparent. Ça va vite. Mais quand ils veulent faire ouvrir la 3e salle, l'un des caissiers tente un coup de bluff. Il leur indique que la salle des coffres, il y a une temporisation et qu'elle doit être fermée, cette salle des coffres, à 17h45. Alors, là, c'est intéressant parce que le chef du commando, lui, le contredit en lui disant non, c'est 18h45. Effectivement, c'est 18h45, mais M. Torrent est tellement convaincant en leur disant ça va déclencher, et il finit par les convaincre du fait que ça puisse déclencher à 17h45, ce qui fait qu'ils précipitent leur fuite, puisqu'ils ne pénètrent pas dans la 3e salle des coffres qui, elle, recelait encore un butin extraordinaire pour un casse qui était déjà important. Le coup de bluff a marché. À 17h45, les malfaiteurs quittent la salle forte. Dans la cour, leur camionnette déborde, trop petite pour une telle quantité de billets. Alors ils s'emparent des clés de la fourgonnette de la Banque de France et la remplissent, elle aussi, à ras-bord. À 18h15, l'opération est terminée. Le commando prend la fuite. Un quart d'heure plus tard, le caissier principal libère tous les otages. Mais avant de partir, les malfaiteurs ont menacé de faire sauter la bombe si l'alerte est donnée avant 20h. Alors tout le monde monte dans l'appartement de fonction du caissier au 2e étage pour y attendre l'heure fatidique. Sauf Emmanuel de Mémé qui reste seul avec sa bombe dans la loge des gardiens. Mais à 19h15, une alarme se déclenche. La police a téléphoné pour savoir ce qui se passait. Et là, on leur a dit, non, non, rien, c'est une alarme intempestive, parce que ça venait d'arriver. Donc j'ai raccroché et je voyais le truc clignoter, j'ai dit, je vais mourir, j'ai appelé ma mère. J'ai téléphoné, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère en lui expliquant ce qui se passait. Et qu'ils avaient pris le petit et sa mère, que moi j'allais mourir et qu'il fallait s'en occuper. Et là, ma mère a appelé la police à Toulon, de Millau, pour prévenir qu'il y avait un hold-up à la Banque de France. Cette fois, les policiers foncent. Il y a eu des sirènes de partout. On a ouvert la porte. Ils se sont roulés par terre avec les fusils contre le mur, en braquant les fenêtres. Il n'y avait plus personne. Les policiers trouvent Emmanuel de Mémé avec sa ceinture et préviennent aussitôt les services du déminage. Quand le démineur a fait sortir tout le monde, qu'il est revenu habillé comme un cosmonaute, j'ai transpiré, j'ai jamais transpiré comme ça, hein. Jamais. Et là, je lui ai demandé s'il ne pouvait pas me mettre une plaque. J'ai dit, on ne peut pas mettre une plaque. Et il m'a dit, mais la plaque, elle ne fait rien du tout. Il m'a dit, là, on va aller doucement. Il m'a dit, ne respirez plus pendant quelques secondes,
Je regarde, et après il a pris le chose tout doucement. Quand il m'a dit, vas-y, file, détale, j'ai étalé. Là, j'ai l'étalé. Les démineurs examinent la bombe. Tout y est. L'explosif, le détonateur, le circuit électrique. Mais l'engin ne risquait pas d'exploser. Le gang n'avait pas relié les composants. Ils ont bluffé tout le monde. Le casse s'est joué à 200 mètres du commissariat, en plein centre-ville. L'Express, elle avait des vitres sur le côté. Elle était vitrée. Ça fait que quand elle est partie, on voyait les billets de 200 francs collés contre les vitres, d'un côté. Ça fait qu'ils se sont promenés dans la ville. Je vais vous dire, vous voyez 1 euro par terre. Il y a 1 euro par terre, tout le monde va le voir. Là, tout le monde a dû voir passer cet Express avec les vitres collées avec des billets de 200 francs. C'est obligé. Il est 20h lorsque les policiers apprennent que la femme d'Emmanuel Demémé et son fils viennent d'être retrouvés sains et saufs à Hyères. Commissaire Perrand, à l'époque, vous êtes à la PJ de Toulon. Alors comment démarre une enquête comme celle-là? Là, vous êtes sur place, on part sur quelle piste? Et je dois dire que le démarrage de cette enquête a été très difficile. Les malfaiteurs, à l'évidence, étaient des professionnels et ils n'ont laissé aucune trace. C'est ça qui vous le fait dire? C'est ça qui me le fait dire, et leur connaissance des lieux et leur connaissance également des employés de la Banque de France, dont ils connaissaient les noms, voire même jusqu'à la vie de famille. Donc ça dit quoi, ça vous oriente vers quoi? On est bien obligé de se dire que là, il y a des malfaiteurs chevronnés qui ont pu agir avec sang-froid et qui ont réalisé ce braquage en 1 heure de temps, mais que pour avoir une telle connaissance des lieux, il a fallu qu'ils bénéficient d'une complicité intérieure, de ce qu'on appelle dans le jargon policier une taupe. Alors vous interrogez, je suppose, les employés à la recherche de signalements. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils sont capables de dire? On a principalement le chef de l'équipe, celui qu'on appellera l'artificier, qui est vu par tout le monde, puisqu'il tient à la main un détonateur avec lequel il menace de faire exploser la ceinture de Demémé. Et puis il y a l'un des braqueurs qui est un type asiatique ou eurasien. Donc celui-là, malgré qu'il soit grimé, toutes les victimes ont pu le décrire. Mmh. Combien ils étaient alors finalement à ce moment-là? Vous arrivez à quel effectif? Alors, quand on reprend toutes les descriptions, qu'on ordonne tout cela, je peux vous dire que tout au plus, ils étaient une dizaine. Les auteurs du hold-up commis hier à la Banque de France de Toulon vont pouvoir entrer dans le livre des records. Leur butin s'élève en effet à 160 millions de francs. 160 millions de francs, plus que le casse des égouts de Nice réalisé par Spadjari il y a 16 ans. Les voleurs étaient une dizaine et ils ont pris des otages qui ont tous été relâchés, sains et saufs. Les coffres sont vides. Toutes les opérations étaient ce matin suspendues au siège de la Banque de France à Toulon. Le personnel, encore sous le choc d'une prise d'otage, avait vraisemblablement reçu des consignes de silence. Vous êtes employé? Oui. Et vous avez eu peur, non? Ah bah oui. Ça a duré combien? Je sais plus rien. Très vite, la presse s'est emparée de cette affaire. Donc on a parlé tout de suite du casse du siècle. C'était la Banque de France. La Banque de France, c'est un petit peu le saint des saints pour le milieu bancaire et financier et pour l'État. C'est-à-dire qu'une équipe de malfaiteurs s'attaque à l'État à travers la Banque de France. C'était une mauvaise publicité pour la Banque de France. Ça voulait dire que la Banque de France est braquable, entre guillemets. Puisqu'ils ont trouvé le truc de prendre un employé, écoutez, il doit y avoir une parade à ça. Alors, négligence dans les mesures de sécurité. Arrivé sur les lieux en catastrophe, le secrétaire général de la Banque de France était plutôt dépité. Toutes les mesures, en principe, oui, c'est toujours la même chose. C'est facile à dire après. Avant, je vous aurais dit oui, maintenant, il faut que j'étudie pour voir. On commence à savoir de petites choses, on parle d'un commando d'une quinzaine de personnes, le calcul est vite fait, 16 milliards divisé par 2 centimes divisé par 15, ça fait grosso modo 1 milliard pour chacun. Dans une ville pauvre, ça peut alimenter les conversations et exciter les imaginations, bien sûr. Les gangsters avaient eux parfaitement étudié leurs coûts pour s'offrir un fabuleux cadeau de Noël aux frais de la Banque de France. Ce matin, ils avaient encore une longueur d'avance.
On est dans le fait divers exceptionnel qui nous dépasse tous totalement, quoi. Et quand je dis nous tous, c'est les journalistes, c'est les flics, c'est les magistrats, c'est tous les observateurs, c'est les politiques aussi qui... parce que ça se passe à Toulon, dans une ville qui a déjà fait parler d'elle par la corruption financière, par les systèmes mafieux, par la collusion entre les hommes politiques et les voyous. On échafaude des hypothèses, il y a des formules qui commencent à sortir. On dit, ouais, ce sont des joueurs d'échecs, mais en même temps, ce sont des joueurs de poker. Enfin, on est, quelque part, on est un petit peu admiratif. Un travail de pro. 160 millions de francs dérobés à la Banque de France, sans blessés, sans coup de feu. C'est un hold-up d'anthologie. Alors Dominique, au palmarès des hold-up réalisés en France, où se situe le casse de la Banque de France de Toulon? Number one, numéro 1, Christophe. Le casse de la Banque de France de Toulon, c'est le plus gros hold-up de banque jamais réalisé en France. Dans les heures qui suivent, les médias vont parler de 160 millions de francs. En vérité, c'est 146 250 000 francs. Ça fait plus de 14 milliards de centimes pour ceux auxquels ce chiffre dira encore quelque chose. En euros d'aujourd'hui, et compte tenu de l'inflation, ça représente 40 millions d'euros. On n'a jamais, entre guillemets, on n'a jamais fait mieux depuis. Alors, pour resituer le hold-up de Toulon dans l'histoire, jusqu'ici, c'était le plus gros hold-up, c'était le casse de la Banque de France de Saint-Nazaire, où les malfaiteurs avaient emporté 88 millions de francs, ce qui représentait 25 millions d'euros d'aujourd'hui. Ça, c'était en 1986, hein, Saint-Nazaire. Oui. Et Spaggiari, alors, parce que dans le mythe du hold-up du siècle, il y a le hold-up de Spaggiari à Nice. Alors Spaggiari, ça reste la légende, les égouts du paradis, mais c'est 3 fois moins que Toulon. 3 fois moins. 3 fois moins. Spaggiari, c'est en juillet 76. Il entre par les égouts avec des complices. Le vendredi soir, ils vont rester 3 nuits, 2 jours dans les caves, dans la chambre forte de la Société Générale de Nice. Ils vont casser 371 coffres. Ils partent avec 46 millions de francs. C'est 100 millions de francs de moins que le casse de Toulon. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça aurait pu être encore mieux pour les braqueurs de Toulon. Et pire pour la banque. Et pire pour la banque, parce qu'il y avait une 3e salle qu'ils n'ont pas vidée. Ouais. La Banque de France appelle cette 3e salle forte la serre de réserve. Et dans cette salle, Christophe, tenez-vous bien, il y avait 20 fois 146 millions. Il y avait 3 milliards de francs. Ça aurait été le plus gros coup jamais réalisé. Sauf qu'il aurait fallu y penser avant, le savoir. Il aurait fallu que les malfaiteurs viennent avec 15 camionnettes pour transporter tout cet argent. Alors, les braqueurs ont exigé et emporté des billets valides. C'est quoi des billets valides? Alors, des billets valides, dans le jargon de la Banque de France, ce sont des billets usagés, par opposition aux billets neufs. Alors, bon coup pour les voleurs, parce que toutes ces coupures, elles ne peuvent pas être répertoriées. Elles sont numérotées, bien sûr, mais on ne peut pas faire noter à des employés de banque tous les numéros de chacun des billets. Ce qui fait que ces billets, eh bien, on ne peut pas les remonter. Ils n'ont pas de traçabilité. Dès le lendemain, toutes les polices du sud de la France sont sur l'affaire. L'État, la banque, personne ne voulait que cette affaire ne soit pas solutionnée. Il était hors de question de ne pas y arriver. Et qui plus est, il voulait impérativement trouver qui avait donné le coup au sein de la Banque de France. À la PJ de Toulon, c'est le commissaire Georges Bonnefond qui a pris la direction de l'enquête, avec une priorité: trouver la taupe, l'employé de la Banque de France qui a balancé tout le système de sécurité. Il faut interroger tout le monde, ça risque d'être long. La banque compte plus de 90 employés. Et en plus, elle était en travaux depuis quelques mois. Il y a eu pas mal d'allées et venues à l'intérieur de la banque dans les 3 mois qui ont précédé le casse. Donc il s'agissait d'essayer de voir quelles étaient les entreprises qui étaient intervenues à l'intérieur de la banque, autant en maçonnerie qu'en électricité, etc., tous les corps de métier. Mais c'était très difficile, vu le nombre de personnes à entendre et le nombre de personnes à identifier qui étaient intervenues relativement récemment dans la banque. On s'est dit tout de suite, ça ne va pas être facile de remonter sur les gens qui ont pu donner le renseignement, même si on était persuadé qu'un renseignement avait été communiqué de l'intérieur de l'établissement. Les policiers en sont certains. Les braqueurs avaient des renseignements de première main. Du sas d'entrée aux chambres fortes, ils ont su déjouer tous les systèmes de sécurité. Les alarmes, les radars,
et même les caméras qui venaient d'être installées. Il savait tout sur le fonctionnement de la banque. Il connaissait son plan par cœur et même les noms et les adresses de certains de ses employés. Ça ne peut pas être le travail des demi-celles du coin. Mais qui alors? Qui a pu imaginer et réussir un coup aussi audacieux? On comprend très très vite qu'ils vont s'orienter vers ceux qui sont susceptibles d'avoir fait un coup monumental. Donc, il n'y a pas 36 possibilités. Hein. En Italie, il y a Jean-Louis Fargette, le parrain du Var, légende, homme intelligent, séducteur, que les flics ont essayé d'attraper des dizaines de fois et qui chaque fois leur a échappé. C'est pas pour rien qu'on l'appelait la savonnette, hein, le savon qui glisse entre les mains. On se pose aussi la question de savoir si c'est pas plutôt du côté de Francis le Belge à Marseille et de ses acolytes, pour essayer de comprendre si c'est pas eux éventuellement qui ont fait le coup. Et on va aussi s'interroger sur la brise de mer. Et se dire que c'est peut-être les Corses qui ont monté une opération commando à Toulon et qui ont fait une espèce d'opération foudroyante pour vider les caisses, le coffre-fort de la Banque de Toulon. Donc là, on est dans la mythologie mafieuse. Pour se plonger dans le milieu, la PJ de Toulon a reçu le renfort de la BRI de Marseille, des policiers spécialisés dans les filatures et les écoutes. Et un témoignage des employés de la banque attire leur attention. Il s'agit d'un individu qui est décrit comme étant de type eurasien, voire asiatique, avec un accent corse. C'est un signalement assez peu courant. Et nous pensons immédiatement à un individu que nous avions surveillé plusieurs années auparavant, qui s'appelle Dominique Bernardini. Bernardini était un malfaiteur bien connu de nos services, mais on est incapable, dans les gammes de recherche classiques qu'on fait à ce moment-là, de trouver où il habite. Donc on se dit, le client est intéressant, mais où est-il? Le 20 décembre, 4 jours après le casse, 2 chasseurs découvrent à une vingtaine de kilomètres au nord de Toulon la Renault Express de la Banque de France. Les plaques d'immatriculation ont été arrachées et la voiture a été aspergée d'essence. La découverte du véhicule par les 2 chasseurs nous importe beaucoup parce qu'on se dit peut-être que là, ils ont pu commettre une erreur, laisser une trace, abandonner un mégot. Et on reste encore sur notre faim parce qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer au niveau des constatations. Les malfaiteurs n'ont commis aucune erreur. L'enquête s'annonce compliquée. Commissaire Perrand, le Renault Express de la Banque de France, dans lequel se sont enfuis les malfaiteurs, est retrouvé 4 jours après le casse. Au moment où on retrouve le Renault Express, on en est où, là, 4 jours après dans l'enquête? On a avancé? Aucune piste sérieuse. Jusqu'au jour du 21 décembre. Ce lundi, nous sommes contactés par un homme qui nous dit avoir un renseignement capital dans cette affaire. Il dit quoi alors? Il nous dit qu'effectivement, il va nous indiquer par qui a été donné le coup. C'est-à-dire qu'il va nous mettre sur la piste de la complicité intérieure. Il nous livre le prénom de la taupe. Elle s'appelle Hélène. Elle a environ 35 ans et elle travaille donc à la Banque de France. C'est tout ce qu'il vous dit? Il nous dit également que cette complicité intérieure a eu recours à une équipe de malfaiteurs chevronnés et que c'est un voyou de sa connaissance qui a fait le lien entre les deux. Entre elle et les braqueurs. Entre elle et les braqueurs. Vous avez d'autres noms? Vous avez des noms? Vous avez des surnoms? Alors nous avons un surnom, Ness, qui a mis en relation les organisateurs, c'est-à-dire ceux qui donnaient le coup, et l'équipe de malfaiteurs et qui étaient capables de monter sur ce braquage. À partir de cette info qui vous est donnée par cet informateur, comment est-ce que vous procédez? Évidemment, nous n'avons pas mis longtemps à éplucher les registres du personnel de la succursale de Toulon, de la Banque de France. Et effectivement, il y a une jeune femme qui s'appelle Hélène Renaud, qui travaille à la Banque de France de Toulon depuis 18 ans déjà, qui est une employée modèle. Elle habite au Bossé. Et en même temps, nous constatons qu'elle vit depuis quelques mois avec un homme qu'elle a rencontré au Bossé. Il s'agit d'un nommé Gino Lopiccolo, qui est le gérant d'un vidéoclub au Bossé.
À ce stade, les policiers ont donc 3 noms. Hélène Renaud, 39 ans, elle travaille depuis 19 ans comme secrétaire comptable à la Banque de France et elle s'est mise en ménage depuis peu avec un certain Jean-Claude Lopiccolo, dit Gino. Quant à René Bombas, dit Ness, il vit à La Ciotat. C'est au Bossé, un petit village provençal à quelques kilomètres de Toulon, que vivent Hélène Renaud et Gino Lopiccolo. Les policiers placent immédiatement leur appartement sur écoute. Concernant Hélène Renaud, pour démarrage des surveillances, je revois toujours le collègue qui assurait le suivi de sa ligne téléphonique, qui vient me voir et qui me dit « mais c'est pas possible, elle est à la maison, elle reçoit des coups de fil de la famille, de l'entourage, de ci, de là, elle passe ses journées à pleurer au téléphone en disant qu'elle est complètement traumatisée par le braquage, que c'est une catastrophe pour la banque, pour les employés, et ainsi de suite. » Et il me dit « elle n'a pas le profil ». Quant à Gino, son compagnon, il tient un petit magasin vidéo au Bossé, un type sans histoire, mais pas le genre d'homme que les policiers imagineraient pour Hélène. On avait l'impression que c'était un couple discordant. Donc ça a été intéressant, mais c'était pas quelqu'un qui avait un relief particulier. Il n'avait pas de passé judiciaire. C'était pas quelqu'un de très 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 intéressant. Le troisième homme l'est davantage. René Bombas, qui se fait appeler Ness, est lui connu des services de police. Il a fait 3 ans de prison pour vol à main armée en 1980. Depuis, il est érémiste et traîne dans les bars de La Ciotat. René Bombas apparaît comme un individu qui navigue dans les eaux troubles entre les trafics de cartes bleues, les petits trafics sans envergure. Une personne qui est très connue sur La Ciotat, qui bénéficie d'une certaine empathie locale, mais qui néanmoins avait des contacts avec des membres un peu plus chevronnés dans le monde du banditisme. Ness vient de passer 1 semaine de vacances en Italie, avec sa femme et un ami. Pas mal pour un RMiste. Reste pour les policiers à faire le lien entre ces 3 personnes. Justement, fin décembre, Gino téléphone à Hélène. Gino lui dit qu'il va aller voir Ness, qui est le surnom de Bombas, hein, et donc que là, on se dit, bon, effectivement, il y a bien un lien entre les 3. C'est des gens qui se connaissent. Donc le renseignement, il est de plus en plus crédible. Le 3 janvier 1993, les policiers voient Lopiccolo entrer chez un homme qu'ils identifient rapidement. Cet homme, d'origine sicilienne, c'est Dominique Giannone. Il est maçon, il travaille et habite au Bossé, et il a déjà eu affaire à la justice il y a quelques années, quand il vivait en Moselle. Le lendemain matin, les policiers remarquent que Lopiccolo et Giannone sortent tous les 2 de chez eux à la même heure. Chacun prend sa voiture, les policiers leur emboîtent le pas pour découvrir qu'ils se rendent au même endroit par des routes différentes. Les 2 hommes ont rendez-vous dans un bar du port de La Ciotat avec Ness. Tiens donc. Et ils ressortent 1 heure plus tard et reprennent la route du Bossé, toujours par des chemins différents. Étrange. On se dit, ça fait beaucoup de précautions. Hein, c'est surprenant pour des gens qui n'auraient rien à se reprocher de prendre 2 véhicules, 2 itinéraires différents, de se rejoindre pour revenir au même endroit ensuite, alors que la veille, ils étaient ensemble. On sent que ça devient intéressant. Les policiers sont donc maintenant certains qu'Hélène et Gino connaissent René Bombas et qu'ils fréquentent le dénommé Dominique Giannone. Mais aucun d'eux n'a le profil pour un casse comme celui-là. Ils continuent à les surveiller 24 heures sur 24 et mettent de gros moyens sur l'affaire. Des dizaines d'hommes assurent les écoutes et les filatures au Bossé et à La Ciotat. 8 janvier. Les policiers planquent toujours sous les fenêtres de Giannone et de Lopiccolo. Ce jour-là, les 2 hommes se rendent ensemble dans une agence de location de voitures. Nous les voyons effectivement louer un véhicule et partir en fin d'après-midi pour une destination inconnue. 5 voitures et une dizaine d'hommes les prennent aussitôt en filature.
On est parti en pensant les suivre pour la journée comme les autres jours. Et puis en fait, on voit qu'on monte, on se dit où est-ce qu'ils vont? Autoroute A8, puis autoroute A7, nous passons Lyon, la filature continue, la nuit tombe. Nous arrivons à hauteur de Dijon, nous continuons jusqu'à Metz, pour finalement arriver à Forbach. On s'est retrouvé là-haut avec tout qui était gelé, des brouillards givrants, sans avoir pris une affaire de rechange. Mal équipés, les policiers craignent à tout moment de se faire repérer. On a beau essayer d'être discret, les honnêtes gens, ils sont nés alors qu'ils vous ont jamais vu et puis que fatalement vous êtes partis, vous n'êtes pas bien rasé parce que vous n'avez pas pris de quoi vous raser. On a des mines qui sont des fois plus inquiétantes que celles des malfaiteurs. À Forbach, Lopiccolo et Giannone sont descendus à l'hôtel des voyageurs. Mais ils n'y dorment pas beaucoup, ils passent une grande partie de la nuit dans les boîtes proches de la frontière. Et dès 9h du matin, ils attaquent une longue tournée des bars, des tabacs et de tous les vendeurs de l'auto du coin. Un étrange manège que les policiers suivent de loin pendant 2 jours. Nous comprenons qu'ils essaient de racheter des tickets de l'auto, voire de tiercés gagnants pour permettre en cas de contrôles fiscaux policiers, de pouvoir justifier de sommes d'argent à leur domicile, d'achat de véhicules. C'est une manière classique dans le milieu de blanchir les butins acquis malhonnêtement. Le 3e jour, Lopiccolo et Giannone reprennent enfin la route du Sud. Lopiccolo appelle Hélène. Il lui raconte que le voyage a été crevant, qu'ils sont gelés, mais que ça valait le coup. Un mois après le casse, les policiers continuent de penser que décidément les hommes qu'ils suivent sont un peu légers pour un braquage à 146 millions de francs. Mais ils ne les lâchent pas. À La Ciotat, une équipe de la BRI filoche René Bombas. Le 18 janvier, les policiers l'observent en compagnie d'un homme qu'ils n'avaient encore jamais vu. Cet homme, c'est Gianfranco Cassioni, dit Franck. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc on va voir qui est ce Cassioni Franck. Donc après son rendez-vous, on laisse partir Bombas et on s'attache à Cassioni Franck. Et celui-ci nous ramène sur un bar de Marseille, à l'enseigne L'Éclipse, dans le 7e arrondissement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bar est tenu par la femme d'un nommé Armando Marc. Et là, Armando Marc, ça nous chante. Là, ça devient très, très, très intéressant parce que ce Armando Marc, lui, est déjà d'une pointure nettement au-dessus de ceux qu'on a vus jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui est parfaitement connu de nos services, qui a été impliqué dans des affaires d'homicide, de fausse monnaie. Bon, sa culpabilité n'a pas toujours été établie, donc il n'a pas été condamné pour tout. Mais là, on est dans le malfaiteur de haute volée. Marc Armando. Il y a quelques mois, les policiers de la BRI se sont déjà intéressés à lui. À cette époque, il était avec un nommé Bernardini Dominique, qui, comme son nom n'indique pas, est un Asiatique, un Eurasien. Ce qui nous ramène à la Banque de France. À l'époque, Armando traînait aussi avec un certain Jean Chiari, alias Jeannot Légoutier, qui lui a déjà été condamné pour avoir tenté de braquer une banque en passant par les égouts. Cette fois, les policiers y croient. Alors Dominique Crizet, à ce stade, les policiers ont 8 noms, 8 personnes qui sont susceptibles d'être impliquées dans le casse de cette Banque de France à Toulon. Ils sont là tous les 8. Qu'est-ce qu'on sait d'eux? Déjà, Christophe, il y a 2 équipes. Les amateurs, ces 4-là, et les professionnels, ceux-là. Elle, c'est Hélène Renaud, la taupe. La taupe insoupçonnable, une mère de famille qui travaille à la Banque de France depuis 1974. Et sans elle, sans les renseignements qu'elle a fournis, le coup n'aurait jamais pu être réalisé. Jean-Claude Lopiccolo, Gino, 41 ans, c'est son amant. Pas de casier judiciaire, il est gérant d'un vidéoclub au Bosset. Lui, c'est René Bombas, Ness.
il a 43 ans, c'est l'ami de celui-ci. Lui, il a un casier judiciaire, il est connu pour des affaires de vol. Alors, c'est un personnage haut en couleur qui parle avec l'accent marseillais, il parle comme ça. Et lui, il fréquente les bars, c'est un personnage sympathique, affable. Il est de la Ciotat. Celui-ci, c'est Dominique Giannone, surnommé Mimmo, 42 ans, c'est le maçon sicilien. Lui, il a un casier judiciaire, il est connu pour des affaires de proxénétisme hôtelier. Là, les professionnels. Les pros. Jean Chiari, c'est Jeannot Légoutier. Ce surnom, il a 49 ans, il le tient d'une opération qu'il avait tentée, un braquage qui a échoué. Il était passé par les égouts. Lui, il a un casier judiciaire pour des affaires de vol qualifié avec violence. Dominique Bernardini, 35 ans, c'est lui le chinois. Alors lui, il parle avec l'accent corse, il est connu pour des affaires de vol, mauvais garçon, mauvaise fréquentation. Marc Armando, c'est le patron du bar L'Éclipse. Il a 36 ans, il a été condamné plusieurs fois pour des affaires de chantage et des affaires de vol. Gianfranco Caccioni, c'est Franck, c'est le serveur du bar L'Éclipse. Lui, il a 34 ans, pas de condamnation, pas de casier judiciaire, mais c'est l'intermédiaire de l'équipe des pros qui est en connexion avec l'intermédiaire de l'équipe des amateurs, Dominique Giannone, Mimmo. Voilà les 8 personnes susceptibles d'avoir participé au casse de la Banque de France de Toulon. Et ces hommes, les policiers ne les lâchent plus. Le 1er février, Marc Armando prend l'avion à Marseille-Marignane pour se rendre à Bastia. Un agent de la BRI se glisse à bord. À l'arrivée, il perd Marc Armando. Mais grâce au chauffeur du taxi, il finit par savoir où son homme s'est rendu. Et c'est une bonne surprise. La filature sur Marc Armando de Marseille à Bastia, qui nous permet d'ailleurs de localiser enfin Dominique Bernardini. À partir de ce moment-là, une équipe de la BRI reste sur Bastia et ne lâchera plus Dominique Bernardini ainsi que sa compagne. Bernardini et sa compagne sont placés à leur tour sur écoute. Le 10 février, 10 jours plus tard, les policiers captent un appel de Marc Armando. Il téléphone de Marseille. Armando lui dit qu'il doit voir le grand. Bon, pour nous, ça ne nous dit rien, mais surtout lui dit de toute façon c'est bon, tu peux te préparer à venir, tu peux venir. Donc là, pour nous, c'est très, très, très intéressant. On voit que des deux côtés, il y a quelque chose d'imminent, il y a quelque chose qui se prépare. Le 15 février, à 20h, une conversation téléphonique, cette fois entre Caccioni et Giannone, confirme l'intuition des policiers. Caccioni lui dit que c'est bon, qu'ils se tiennent prêts pour le lendemain, hein, mais qu'ils parlent de rien à personne parce que même Ness n'est pas au courant. Donc c'est sibyllin, c'est énigmatique, mais en même temps c'est très, très révélateur qu'il va se passer quelque chose d'important le lendemain. Le soir même, le policier en poste à Bastia informe ses collègues que Bernardini vient d'embarquer pour Marseille. Ça boue. Commissaire Perrand, le 16 février, donc on est 2 mois jour pour jour après le casse. Vous sentez que quelque chose se prépare. Vous pensez à quoi, vous ? On pense qu'il va se passer quelque chose de très important. Sans doute, il va y avoir un partage du butin, de tout ou partie du butin. Donc quel dispositif est-ce que vous mettez en place là pour surveiller ce partage du butin ? Pour la police judiciaire, c'est les rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Nous faisons appel à tous les enquêteurs spécialisés en filature de la région et nous travaillons notamment avec les brigades de recherche et d'intervention de Marseille et de Nice. Ce sont les brigades anti-gang. Ce sont des hommes qui sont formés pour effectuer de longues filatures et des surveillances sans discontinuer. Combien de policiers sur cette opération-là ? Ce jour-là, il y a facilement une 50aine de policiers. Chaque policier est seul dans sa voiture pour ne pas éveiller l'attention. Il y a donc au moins 50 voitures et 50 policiers qui sont prêts à démarrer une filature. L'idée, c'est de leur sauter dessus dès que vous les voyez ? Non, surtout pas. Nous voudrions trouver la cache du butin. Nous voudrions retrouver ces 14,5 milliards d'anciens francs. 16 février 1993. Il est 7h30 quand le ferry en provenance de Bastia accoste à Marseille. Comme prévu,
Dominique Bernardini débarque au volant de sa voiture. Il ne se doute de rien, mais il est attendu et surveillé. Après un aller-retour à Aix, il retrouve Marc Armando à midi sur le Vieux-Port. Les deux hommes se parlent rapidement et reprennent la route, chacun à bord de sa voiture, direction l'autoroute A8. Quand les véhicules de Bernardini et d'Armando s'engagent sur l'autoroute en direction de Nice, nous sommes environ une quinzaine de véhicules derrière, en filature. Nos deux suspects se mettent à rouler à une vitesse extrêmement lente, aux alentours de 60 km/h, ce qui a rendu notre travail extrêmement difficile parce que suivre des véhicules sur une autoroute à cette vitesse-là, c'est très compliqué de l'exercer sans se faire repérer. Près de Brignoles, les deux hommes s'arrêtent dans une station-service où ils déjeunent rapidement, avant de reprendre le volant. La filature, à ce moment-là, est extrêmement compliquée, des embarras de circulation. Nous perdons malheureusement de vue Marc Armando et son véhicule. Le seul objectif que nous arrivons à conserver en visuel, c'est Dominique Bernardini. Bernardini roule en direction de Cannes. À hauteur de la sortie Cannes-Centre, il s'arrête une nouvelle fois dans une station-service. Il sort de son véhicule et il attend. Environ 15 minutes plus tard, il est rejoint par un individu que nos services connaissent, Jean Chiari. Pendant un quart d'heure, les deux hommes parlent. Puis Bernardini repart et prend la direction de Mougins, où il s'arrête près d'un centre commercial. Il y est arrivé exactement à 16h. Et là, il s'est mis à attendre. Bien évidemment, nous avons placé tout notre dispositif de surveillance autour. Nous ne savions pas qui allait le rejoindre, ce qui allait se passer ensuite. Et à 16h15, le dispositif signale l'arrivée de Marc Armando. Il arrive, il s'arrête également au centre commercial. Et là, les deux hommes se rejoignent dans la galerie marchande. Armando a un sac, sac polochon là, qui tient sur l'épaule. Nous avions compris qu'il s'agissait d'un sac d'argent qu'il allait remettre à Dominique Bernardini. D'un seul coup, on s'aperçoit qu'ils sont hyper nerveux et on comprend qu'ils ont dû voir quelque chose qui ne leur plaît pas. Et si ça se trouve, c'est l'un d'entre nous. La surveillance se fait plus discrète, quoi. Donc, et qui dit plus discret dit qu'à un moment donné, on ne les aperçoit plus, quoi. On les laisse un peu respirer. Je dis qu'ils disparaissent un petit moment, et quand ils sont retrouvés, le sac, ce fameux sac pelochon, a disparu. Ils se séparent, Bernardini part avec son véhicule, le dispositif le suit, et dans le même temps, Armando, il ne sait plus quoi faire, il tourne, il vire. Manifestement, il veut pas retourner à sa voiture. Dès l'instant où nous, on avait senti qu'on était repérés, ça bouge plus, quoi. Il n'y a plus de mouvement, quoi. Il est hors de question d'aller passer encore une fois dans le centre commercial. Terminé, tout le monde plus personne ne bouge, hein. Personne ne respire, quoi. Et on attend. Armando va alors s'installer à la terrasse d'un café devant le centre commercial, face au parking. Armando a vu sur son véhicule, mais il hésite à y aller. Son attitude de ne pas retourner à la voiture, c'est que la voiture, elle est chaude, il y a quelque chose dedans, quoi. C'est obligé. On est convaincu qu'on est bon, donc la décision est prise de procéder aux interpellations des intéressés. Donc en un premier temps de Bernardini, une interpellation qui se fait très calmement, hein, et qui aboutit à rien du tout. Sa voiture est vide, il est tranquille, il dit « Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. » Quand le premier qu'on interpelle, il n'a rien, on se dit « Aïe, 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 aïe ». Au bout d'une heure, ne voyant plus rien bouger, Armando se décide à rejoindre sa voiture. C'est là que d'un coup, les policiers lui tombent dessus
le ceinture et lui emprunte ses clés de voiture. Et là, c'est jackpot, hein. On soulève le coffre du véhicule et sous une couverture, il y a 2 gros sacs, mais de très gros sacs, remplis de billets. Pour nous, c'est la confirmation et surtout le soulagement parce que c'était un petit peu un qui tout double de passer à cette phase d'interpellation et il fallait à tout prix avoir des éléments tangibles, matériels. Donc là, on avait vraiment la certitude que c'était une partie du butin de la Banque de France. Dans le coffre, les policiers ont retrouvé 3 200 000 francs. Armando expliquera plus tard ce qu'il a fait du sac Polochon. Les policiers le récupéreront le lendemain. Ça, c'est extraordinaire parce qu'il y avait 750 000 francs dans ce sac baluchon et Armando l'avait planqué. Quand il avait senti le dispositif, il l'avait jeté derrière un petit muret et il y avait les poubelles devant. Et toute personne qui passait par là ou qui aurait pu fouiller aurait pu gagner au loto sans vraiment jouer, quoi. Le soir même, les policiers lancent un coup de filet dans toute la région. Une vingtaine de personnes sont écrouées. Armando, Bernardini, Bombas, Giannone, Gary, Cassioni, ainsi que leurs compagnes, mais aussi Gino Lopiccolo et Hélène Renaud. Donc vous avez là interpellé plusieurs personnes, elles sont placées en garde à vue. Vous procédez à des perquisitions chez elles. Ça donne quoi, ces perquisitions? Au domicile d'Hélène Renaud et de Gino Lopiccolo, nous retrouvons 25 000 francs seulement. Au domicile de Ness, Bombas, nous avons un peu plus de chance. Il a encore 200 000 francs, dont d'ailleurs 40 000 francs en coupures étrangères. Ensuite, chez le nommé Giannone, le maçon sicilien, nous retrouvons une somme d'argent un peu plus importante qui a été cachée sous un escalier, dans une cache maçonnée. Je suppose que quand vous leur demandez d'où vient l'argent, ils vous répondent que ce sont leurs économies? Bien sûr, ce sont toujours leurs économies. Mais par exemple, Marc Armando a caché ses 50 000 francs d'économies dans la colonne d'un lavabo. Au total, vous avez retrouvé combien d'argent au cours de ces perquisitions? Une dizaine de millions de francs. Nous ne retrouvons pas autant d'argent qu'on aurait pu l'espérer. Nous savons qu'il y a eu des partages. Nous avons établi qu'en fait, Marc Armando, avant le braquage, avait organisé la manière dont se passerait le partage du butin. Il était prévu de libérer des sommes toutes les 3 semaines. Un premier déblocage des fonds a eu lieu au tout début du mois de janvier. Un second a eu lieu vers le 20 janvier. Mais le deuxième partage s'est mal passé. Ah. Un nommé Pierrot a servi d'intermédiaire et a touché une somme de 3 millions de francs qu'il était chargé de remettre à René Bombas, Gino Lopiccolo, Hélène Renaud et Giannone. S'il a bien remis 1 million de francs à René Bombas, il est ensuite parti avec le 2 millions qui était destiné au trio du Bossé. Et il a disparu. L'idée, ça serait donc que pour ce troisième partage, tout le monde voulait être présent et ne plus passer par des intermédiaires qui peuvent partir avec l'argent, c'est ça? Marc Armando, dont on se rend bien compte là que c'est lui, le chef de l'organisation, a décidé désormais de procéder lui-même à la remise des fonds à l'occasion de chaque partage. Au Bossé, c'est la surprise générale. On a du mal à croire ce que raconte la presse. Au Bossé, quand on a appris que le coup était préparé au village, on a été stupéfait. Le Bossé, c'est quand même un village comme le Bossé, c'était étonnant. Et en plus, quand on a connu les protagonistes, on disait, mais c'est pas possible, c'est des pieds nickelés, quoi. C'est pas des grands truands. Ceux qui ont été arrêtés, notamment les 2 du Bossé, c'était des gens qui jouaient aux cartes toute la journée au café du coin, qui avaient plein de copains. Enfin, c'était des gens comme nous, hein. Comme nous. Alors là, c'était la surprise totale. Et peut-être, quand on connaît le tempérament des gens du Midi, c'est un petit brin de fierté aussi, quelque part, peut-être. Quand le gang est présenté au juge, tout le monde veut voir ces braqueurs qui ont eu le culot de dévaliser la banque des banques.
Il rentre par la vieille porte de la prison Saint-Roch à l'époque, hein, la porte centrale, sous les applaudissements et les cris de tous les détenus à leurs fenêtres. Parce que tout le monde savait que cette équipe de braqueurs avait été arrêtée. Et c'était une façon pour les détenus de leur dire chapeau, voilà. Parce que dans le monde du banditisme ou de la délinquance, les braqueurs de banque à ce niveau-là, c'est le haut du panier. Mais au milieu de tous ces malfaiteurs, braqueurs professionnels ou amateurs, demi-sel ou voyous, c'est cette femme, la mystérieuse Hélène, qui fascine. Le jour de sa comparution devant le juge, elle apparaît souriante. Elle ne se cache pas, comme si elle prenait plaisir à l'intérêt qu'on lui porte. Pour ceux qui la connaissent, c'est la stupeur. Hélène, ça paraissait incroyable, venant d'une femme comme elle, généreuse, simple, qui aurait donné sa chemise à n'importe qui en avait besoin. Et même, elle avait été jusqu'à prendre en charge l'enfant d'un couple d'amis qui était en instant de divorce. Elle l'a gardé pendant plus d'1 an, sans rien exiger en contrepartie. C'est elle qui payait tout. Donc, vraiment, c'est une femme désintéressée. Au Bossé, Hélène est connue. Une femme séduisante qui, 2 ans auparavant, a fondé une association pour venir en aide aux enfants de Roumanie. Tout le monde se souvient de la soirée de gala qu'elle a organisée dans la salle des fêtes du village pour collecter des fonds. C'était une soirée de très haute tenue. Et ce soir-là, elle est montée sur scène pour présenter son association, expliquer pourquoi elle avait besoin de fonds. Elle est arrivée sur scène comme une diva, gainée dans une robe noire moulante, avec une rose rouge au milieu de la poitrine. Tout le monde était enchanté, et notamment en particulier les hommes qui la regardaient avec des yeux, je ne vais pas dire concupiscents, mais pas loin. Vraiment une belle femme, quoi, qui présentait bien. Et on sentait que c'était pas du bidon, quoi. C'était une femme qui s'était investie à fond dans sa croisade humanitaire. Généreuse, altruiste, Hélène n'a décidément pas le profil d'une braqueuse. Aînée d'une famille de 4 enfants, elle a grandi à la Seine-sur-Mer, un père ingénieur dans la Marine nationale, une mère employée à la Banque de France. Son baccalauréat en poche, elle tente, sur les conseils de sa mère, le concours d'entrée à la Banque de France. Elle y entre en 1974. Elle a 19 ans. Sa vie amoureuse, elle, a été plus instable. 2 maris, 2 enfants de 2 pères différents. Mais Hélène a toujours mené une vie confortable, à l'abri du besoin. Elle venait de s'acheter une petite maison au Bossé qu'elle était en train de retaper. Rien ne la disposait à une carrière de criminelle. Marie-Ange Coignat, quelle est votre réaction quand vous apprenez que la taupe, c'est Hélène Renaud, avec laquelle vous travaillez, hein? Oui, évidemment, je suis stupéfaite, d'autant que le lendemain du hold-up, je l'ai rencontrée à la machine à café. C'est vrai que là, avec beaucoup de sollicitude, elle m'a demandé si j'allais bien, si mes enfants n'avaient pas été trop traumatisés. Non, c'était une collègue qui travaillait depuis longtemps à la banque, qui était sérieuse dans son travail, qui était plutôt sympathique, souriante, au contact facile. Rien ne laissait supposer qu'elle pouvait s'embarquer dans cette histoire. Parmi vos collègues, tout le monde est surpris. Personne n'avait de soupçon à son égard. Non. Après, si vous voulez, quand on sait et qu'on connaît sa personnalité un peu plus, on sait que c'est quelqu'un qui a le goût du beau, qui a le goût du luxe, donc qui aime l'argent. Je pense qu'elle rêvait d'une vie plus flamboyante que celle qu'elle avait à la banque. Et donc, certainement, elle a fait de mauvaises rencontres et elle a manqué de discernement. Est-ce qu'elle était en situation à la Banque de France de connaître les systèmes de sécurité, Hélène Renaud? Moi, je pense pas plus que nous. Hein. C'est-à-dire? On ne sait rien sur la sécurité. Hein. Il n'y a que quelques cadres et responsables qui connaissent vraiment comment ça fonctionne. Une mère de famille, jeune, jolie, bien intégrée dans son village, une femme qui gagne un bon salaire et qui se retrouve embarquée dans le plus gros casse de l'histoire de France. On a un peu de mal à comprendre. Heureusement, elle parle. Dans le gang, personne n'a encore avoué, sauf Hélène. Dès les premiers interrogatoires,
elle s'est mise à table. On a la chance que Hélène Renaud, très vite, décide de s'expliquer. Manifestement, elle n'est pas du milieu classique, c'est pas une délinquante d'habitude, bon, elle a sûrement tenté un coup, je dirais, dans sa vie, mais c'est pas quelqu'un qui a une mentalité de criminel. À l'entendre, Hélène n'est coupable que d'un seul crime, celui d'avoir trop aimé. Tout a commencé quand elle a rencontré Jean-Claude Lopiccolo 6 mois avant le casse. C'était au mois de juin, elle lézardait au bord de la piscine quand il s'est présenté en lui disant qu'il était producteur de cinéma. Lorsqu'elle rencontre Monsieur Lopiccolo, elle dit « ce fut la révélation de ma vie ». C'était mon idéal d'homme, c'était absolument tout ce que je pouvais rechercher au travers d'un homme. Et sans doute, elle s'est sentie très valorisée par cet homme. Donc pour elle, ce fut un coup de foudre, une passion. Et elle dit, on avait un projet d'avenir merveilleux. Donc pour moi, c'était l'idéal, le prince charmant. C'est une femme qui vivait un petit peu dans ses rêves, dans ses fantasmes d'une autre vie. Elle est très belle, elle a une vie sentimentale riche, elle a eu plusieurs hommes dans sa vie qui ont compté. C'est une grande amoureuse, c'est important parce que dans cette affaire, le moteur, ce qui va déclencher chez elle ce passage à l'acte, c'est l'amour, hein, puisqu'elle est très amoureuse de l'homme qui partage sa vie à ce moment-là et par lequel ce projet lui est proposé. Mais c'est également quelqu'un qui a besoin, à ce moment-là de sa vie, manifestement, du piment que va procurer cette transgression, de cette situation totalement hors norme qu'elle va vivre, de cette adrénaline. Elle l'explique très bien. Elle était l'héroïne d'un roman, d'un film policier qu'elle vivait, voilà, au jour le jour. Très vite, Gino s'installe au Bossé avec Hélène. C'est Gino qui lui présente René Bombas, son ami de 20 ans, que tout le monde appelle Ness, un personnage. Les deux hommes se sont connus au chantier naval de La Ciotat. Ils y travaillaient tous les deux avant leur fermeture. Hélène parle souvent avec Bombas de son travail à la Banque de France. Il lui pose beaucoup de questions et puis un soir, l'idée d'un casse est lancée, comme une boutade. Bombas se met à rêver. Il disait, tu es la chance de ma vie. Quand on connaît la truculence de Bombas, c'était dit avec le geste, l'accent, et il a dit, il faut que tu me donnes les renseignements. Moi, t'inquiète pas, je vais trouver, c'est pas moi qui vais braquer, mais je vais trouver les gens pour le faire. Bombas ne perd pas de temps. Il a des relations, il obtient un rendez-vous avec une équipe de professionnels. Des professionnels qui veulent rencontrer Hélène. L'entrevue se déroule au Sofitel de Marseille, dans une chambre éclairée par la seule lueur d'un poste de télévision. Un homme cagoulé la harcèle de questions. Système de sécurité, horaire, nom, adresse, habitudes des employés. Il veut tout savoir. Régulièrement, il va consulter ses complices cachés derrière un paravent. 3 ou 4 hommes qui discutent avec l'accent corse. Finalement, ils donnent à Hélène un nouveau rendez-vous pour la semaine suivante. Mais ce jour-là, personne ne vient. L'équipe corse a lâché l'affaire, elle n'y a pas cru. Hélène est déçue. Elle a donné tous les renseignements. Elle a même été jusqu'à récupérer les plans de la Banque de France qui étaient affichés pendant les travaux pour pouvoir les fournir. Elle est allée jusqu'à récupérer des sommes d'encaisse de la Banque de France pour convaincre que c'était un joli coup. C'est vraiment, au sens du droit, c'est l'instigatrice. Hein, avec Bombas et Lopiccolo, ce sont les instigateurs. Hein, c'est pas une équipe de malfaiteurs qui l'ont obligé à donner des renseignements. C'est eux qui ont décidé de profiter de sa position pour recruter une équipe de malfaiteurs. Ce qui est assez rare d'ailleurs dans toutes les affaires de braquage qu'on peut traiter, quoi. Les policiers sont stupéfaits. Le casse du siècle a été organisé par une équipe d'amateurs et c'est cette jeune femme qui en serait le cerveau. Les Corses ont refusé le coup, pensant sans doute qu'il n'était pas jouable. Mais Bombas, lui, continue de rêver au casse du siècle et se remet en chasse d'une autre équipe. Fin octobre, il tombe sur un certain Armando, à qui il parle des milliards de la Banque de France. Avec lui, ils iront
jusqu'au bout. C'est sur la plage de La Ciotat que Bombas rencontre pour la première fois Marc Armando, une pointure. Comme les Corses, Armando veut rencontrer Hélène. Bombas organise une petite réunion chez lui. Armando, à ce moment-là, c'est vrai, séduit ses interlocuteurs. Pourquoi ? Parce que lui arrive sans fioriture, sans être masqué, à visage découvert. On se rend compte du côté d'Hélène Renaud qu'Armando est un homme qui capte vite et qui est intelligent. Il ne la croit pas au début, d'abord parce que le coup est trop gros, et puis il va organiser à plusieurs reprises des rencontres avec elle, et chaque fois il monte d'un cran ses demandes. Le système de vidéosurveillance, le système de sécurité, le système de garde, qui sera à l'intérieur de la Banque de France, quelles sont les sommes qu'on va trouver dans le coffre, qui fait quoi, comment, pourquoi, quelle heure. Et chaque fois Hélène Renaud répond avec une précision qui est pendulaire. C'est-à-dire que plus il lui demande de renseignements, et plus elle est capable de lui fournir des renseignements, y compris d'ailleurs des plans. Armando est convaincu. La photocopie du livre de compte de la Banque de France a pesé lourd. Le stock s'élève à 3 milliards de francs. Comme me disait Armando, quand on m'a présenté ce coup, c'est comme si on me donnait un ticket gagnant du loto, hein, en quelque sorte. Hein. C'est dans une carrière de malfaiteur, c'est le Graal, un coup comme ça. Un changement de directeur est prévu fin décembre. Les procédures de sécurité de la Banque de France pourraient alors changer. Il faut faire vite. Armando se met au travail. Il étudie les plans, trouve les armes, monte un commando. Hélène raconte que c'est lui qui prend la tête des opérations. Mais Armando nie. Le casse de la Banque de France, ça n'est pas lui. Alors les policiers le confrontent aux aveux d'Hélène. Et là, il finit par expliquer qu'il a agi sous l'autorité de Gros Bonnet. Au-dessus de lui, il y a du monde. Il y a une équipe de gens plus redoutables, et notamment celui qu'il appelle Le Grand, qui apparaît en filigrane dans une écoute téléphonique entre Armando et Bernardini, qui a été un co-accusé d'Armando, où Armando explique « Moi, j'ai des comptes à rendre au Grand, j'agis pour le compte du Grand, le Grand et son équipe, je ne peux pas vous en parler parce que j'ai des craintes de représailles pour moi et ma famille, mais moi, je veux assumer totalement mon rôle. » Armando n'en dira pas plus. Ni sur les membres de son commando, ni sur l'endroit où il a caché le butin, ni sur les hommes qui seraient au-dessus de lui. Les policiers organisent un tapissage pour tenter d'identifier ceux qui ont participé au casse. 11 employés de la Banque de France reconnaissent Marc Armando, Dominique Bernardini, Franck Cassioni et Jean Chiari. Les 4 autres, René Bombas et Dominique Giannone, Hélène Renaud et Gino Lopiccolo, sont mis en examen pour complicité. Au juge d'instruction, Hélène dira « J'ai joué, j'ai perdu, je paye ». Commissaire Perrand, au total, 11 personnes ont été arrêtées. Il y a tout le monde, là ? Sans doute pas loin de la totalité. Sans doute pas loin de la totalité. Mais vous pensez qu'il vous en manque ? Qui nous manque-t-il ? Nous entendons parler, au cours d'une écoute, de quelqu'un qui s'appellerait Le Grand. Oui. Armando en parle à Dominique Bernardini. Le Grand, ça veut dire le commanditaire, enfin le patron, quoi. Le Grand, chez les voyous, c'est le patron. Mais Armando était peut-être le seul à savoir où se trouvait le butin. Peut-être avait-il intérêt, même vis-à-vis de son ami Dominique Bernardini, à être couvert par quelqu'un qui aurait été le patron, le Grand. Ou à faire croire que. Ou à faire croire que. Donc, puisque vous pensez avoir l'essentiel des malfaiteurs, mais peut-être pas tous, vous continuez à chercher. À partir du moment où nous procédions à l'interpellation des principaux auteurs, nous savions que nous coupions le fil de nos investigations. On a cherché pendant des mois, des années, à la fois la cache du butin et puis les auteurs qui auraient pu également participer à ce braquage. Et aujourd'hui, nous n'avons toujours pas trouvé. Si on résume, sur les 11 qui ont été interpellés, mis en examen, qui a parlé, qui a balancé, qui n'a rien dit ? Hélène Renaud n'a pas balancé, mais elle a raconté tout très vite.
Heureusement qu'elle était là, parce que les autres, motus. Gino Lopiccolo a commencé à parler. Devant l'importance des faits auxquels il était confronté, il a commencé à parler. Et rapidement, au cours de la garde à vue, il a dû se conformer aux aveux d'Hélène Renaud. Les autres? René Bombas, il a expliqué que c'est Lopiccolo qui avait eu l'idée de ce braquage. Et il a reconnu ensuite sa participation à la préparation. Il a également donné Marc Armando et toute l'organisation qui avait suivi. Par contre, il n'a jamais parlé de la première équipe qui avait été contactée et qui avait refusé de monter sur ce braquage parce qu'elle trouvait le projet insuffisamment solide. Malgré de gros moyens, les policiers n'ont pas réussi à mettre la main sur la plus grosse partie du magot. Quand, 18 mois après l'arrestation des braqueurs, une piste s'ouvre. Au moment du casse, les braqueurs avaient pris la précaution d'emporter des billets usagés. Mais dans le lot, ils avaient aussi embarqué 4 sacs de billets de 500 francs, neufs et numérotés. Et ces billets, soudain, font leur apparition. 1 an et demi après le casse, plusieurs billets de 500 francs réapparaissent à la Banque de France d'Annecy. Les policiers foncent sur place, l'enquête est relancée. Du coup, on alerte toutes les banques de France en disant attention, il y a des billets qui sont réinjectés. Et la semaine d'après, et dans les 15 jours qui suivent, on récupère environ 500 billets de 500 francs, donc à peu près 250 000 francs. Hein. On a remonté la piste puisque ces billets avaient été remis par des commerces qui étaient le long de la frontière suisse, hein, des supermarchés. En travaillant sur ces supermarchés, on a pu démontrer qu'il y avait un point commun, c'était un change, un bureau de change à la frontière, à Gaillard. C'était intéressant, un bureau de change dans notre esprit de policier, c'est souvent des lieux incontournables de blanchiment. Donc on a travaillé sur ce bureau de change. Les policiers surveillent le bureau de change pendant plusieurs semaines et décident d'interpeller ces 2 responsables. Mais ils n'ont rien à voir avec le casse de Toulon. Les billets de 500 francs, c'est une banque de Genève qui les leur a donnés en échange de francs suisses récoltés dans les supermarchés de la région. Reste à comprendre comment cette banque suisse a pu se trouver en possession de billets volés à la Banque de France de Toulon. Les policiers se rendent à Genève. Et là, on s'est heurté au fameux secret bancaire qui, s'il a évolué depuis, à l'époque était bien conservé. Et on n'a pas réussi, même par le biais d'une commission rogatoire internationale, à remonter la piste. Et ça, c'est aussi un regret, mais bon, ça fait partie des choses qu'on connaît. Hein. Dans les circuits financiers de blanchiment, ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Le dernier espoir de retrouver le butin vient de s'envoler sur les bords du lac Léman. À ce stade, pour le juge d'instruction, c'est compliqué. Son enquête est quasiment bouclée, les responsabilités des uns et des autres sont établies, mais il manque toujours l'essentiel du butin, 135 millions de francs. Il décide donc de disjoindre les dossiers. On va continuer à chercher le butin, mais juger les braqueurs au plus vite. Leur procès s'ouvre le lundi 14 octobre 1996 devant la cour d'assises du Var à Draguignan. 11 prévenus comparaissent devant la cour. 4 pour vol aggravé avec séquestration, 4 pour complicité, 3 pour recel. Mais dès l'ouverture du procès, les avocats soulèvent la question qui dérange. Vous n'ignorez pas que de nombreux participants, tant au vol à main armée qu'à l'organisation, ne sont pas présents dans le box aujourd'hui. Et je ne pense pas que ceux qui vont être jugés aujourd'hui soient les principaux organisateurs. L'enjeu est de taille. Les prévenus encourent des peines de 20 ans de réclusion criminelle et les assises du Var sont connues pour leur sévérité. On était extrêmement inquiets à l'ouverture du procès parce qu'on était conscient que ceux qui se trouvaient dans le box, les lampistes, les dindons de la farce, là, allaient payer un lourd tribut judiciaire à la notoriété de cette affaire qui avait été bien évidemment fortement médiatisée.
Les 2 premiers jours d'audience sont consacrés à l'examen de la personnalité des accusés. Et d'emblée, Hélène Renaud apparaît comme la star. Son sourire tranche au milieu des visages fermés des hommes assis à côté d'elle. Elle se détache, on voit qu'elle, quoi. Donc son rôle, on n'arrive pas à le ramener à de plus justes proportions parce que le braquage de la Banque de France de Toulon, c'est avant tout cette femme qui a ce rôle de gangster de film noir. Et c'est une très jolie femme en plus. Elle a tout contre elle. Devant la cour, Hélène raconte son coup de foudre pour Jean-Claude Lopiccolo. Elle explique qu'elle aurait fait n'importe quoi pour faire plaisir à son amant. Lorsqu'elle évoque la passion amoureuse qui aurait été finalement le moteur principal de son passage à l'acte, on est en droit de se poser des questions parce que cette femme et cet homme se sont rencontrés mais très peu de temps avant finalement, 6 mois auparavant. Leur rencontre et assez rapidement leur vie commune, c'est le mois de juin 1992. Le vol, c'est le 16 décembre 1992. Ça fait quand même pas longtemps. Hélène n'a pas l'air abattue. Elle revendique ses actes. Devant la cour médusée, elle joue même de son charme. Ce besoin de séduire, à mon sens, l'a même desservi, puisqu'au-delà des magistrats professionnels, il y avait quand même 9 jurés qui l'a jugé. Et je pense qu'une femme plus fragile, plus atteinte moralement, aurait eu peut-être un effet un petit peu plus important sur les jurés, aurait provoqué l'empathie, la compassion, alors qu'Hélène, manifestement, elle n'a pas du tout provoqué la compassion. Elle était rayonnante, elle était forte. On n'a pas envie de tendre la main à une femme comme ça quand on est juré. Le président du tribunal, M. Bréjoux, passe ensuite à l'audition de René Bombas, qu'il présente comme un pilier de bistrot, comme la figure de proue du port de La Ciotat. À ce moment-là, Nès Bombas se dit « Écoutez, Monsieur le Président, je n'étais pas connu uniquement qu'à La Ciotat. Hein. On me connaissait à Marseille. Dès qu'on arrivait à Marseille et qu'on prononçait le nom de Nès Bombas, là, je vais dire, tout le monde me connaissait à Marseille. J'étais connu comme le loup blanc dans toute la région PACA. C'était amusant, pas tellement pour moi, puisque j'étais son défenseur et je voyais que l'accusation se frottait les mains, puisque j'avais le sentiment que M. Bombas marquait des buts contre son camp, hein, au lieu de nous en faire gagner. Donc on était en train de perdre le match. Les réparties de René Bombas font sourire la cour et les jurés. Mais avec le témoignage du gardien Emmanuel Demémé, plus personne ne rigole. C'est vrai que cet homme chez qui on arrive au petit matin et à qui on dit au moment où il y a celui qui s'appelle l'artificier qui vient dans la maison en lui disant on va te mettre une banane autour de la ceinture et si tu ne nous fais pas rentrer dans la banque, il y a 4 minutes pour nous faire rentrer, sinon tu sautes. Et dans la banque, s'il y a le moindre faux pas, tu sautes. C'est vrai que là, il y a eu un moment fort sur le plan quand même d'une certaine angoisse parce que tout le monde s'identifiait à ce personnage. Et ça, ce moment, les jurés finalement se disaient il n'y a peut-être pas eu de violence exceptionnelle dans ce dossier, mais là, ce que cet homme a vécu toute une journée, c'est vrai que ça a pris au tripes quelque part. Le récit d'Emmanuel Demémé et la question du choix de l'otage embarrassent la défense d'Hélène Renaud. Lorsque on demande à Hélène Renaud « Mais pourquoi avez-vous suggéré le nom de celui-là plutôt que d'un autre ?» Elle va dire « C'était finalement celui qui convenait de prendre en otage parce qu'il était le plus vulnérable. Non pas vulnérable parce que corruptible, mais vulnérable parce qu'on le prenait en otage avec sa femme et avec son enfant de 6 ans. Il ne pouvait strictement rien refuser. Il n'y avait aucun risque qu'il se rebelle. Et par conséquent, on était assuré qu'il en ferait à la volonté de ses ravisseurs. » Maître Ivens, dans ce dossier, vous êtes l'avocat de la Banque de France. Certains employés ont douté de la sincérité d'Emmanuel Demémé. Est-ce que la Banque de France elle-même a douté de M. Demémé? Alors, ce qui est arrivé à Demémé, c'est affreux. Cet homme ne va plus jamais être le même. Et donc, il a très mal ressenti cette affaire. Il en est tombé gravement malade. Je crois qu'il a été en arrêt de travail pendant plusieurs années. Et c'est vrai qu'il a mal vécu les enquêtes qui ont eu lieu à l'intérieur de la Banque de France
pour savoir exactement ce qui s'était passé. Il va être interrogé et peut-être va-t-il avoir le sentiment qu'il est soupçonné. Il a même été licencié de mémoire. Non, il n'a pas été licencié. Il s'est beaucoup plaint d'avoir été licencié. Et il y a eu un départ négocié avec la banque et il a touché une très forte indemnité à l'époque alors qu'il avait une très faible ancienneté. Mais bon, qu'il l'ait mal vécu, je le comprends très bien. Mais il n'a absolument pas été licencié. Au cours du procès, les témoins, donc les employés de la banque qui étaient là ce jour-là, ne sont pas très bavards, hein, pour des gens du Sud. Vous expliquez ça comment, vous? On est dans le Var. Les gens ont peur, c'est clair. Ils s'en sont parfois confiés à nous, puisque j'étais avec mon confrère Grisoli pour la partie civile. Il y a des reconnaissances, des personnes qui ont reconnu des malfaiteurs et qui n'ont pas voulu le dire aux enquêteurs, ou qui n'ont pas voulu le dire sur procès verbal. Il y a des personnes qui se sont plaintes d'avoir des coups de fil bizarres, la nuit, etc. C'est vrai que j'ai vécu 2 hold-up de Banque de France, si j'ose dire, comme partie civile, celui de Toulon et celui de Saint-Nazaire, qui avait eu lieu quelques années auparavant. Le climat n'était pas le même. Les employés de Saint-Nazaire ont été sans doute beaucoup plus coopératifs à l'enquête que ceux de Toulon. Hélène Renaud, pour vous, quel est son rôle dans le cas? Est-ce qu'on peut la qualifier de cerveau? Non. Non, c'est l'indicatrice du coup, c'est la facilitatrice, mais c'est pas le cerveau. Il y a eu effectivement un cerveau, ou plusieurs d'ailleurs, qui a organisé en commando militaire cette opération. Là, il y a un cerveau. Est-ce que c'est Armando, le cerveau? Ça, c'est une autre question. Mais ça n'est pas Hélène Renaud. Mais c'est pas Hélène Renaud. Elle vous a fait quelle impression globalement, cette femme? Ça va vous surprendre, assez médiocre, mais ils ont tous donné l'impression dans le box d'être assez médiocres. Il y avait une partie de théâtre. Toutes les personnes qui étaient dans le box avaient intérêt à dire qu'elles n'y étaient pour pas grand-chose, qu'elles n'avaient pas fait grand-chose et qu'elles étaient assez médiocres. Je pense qu'elle est plus intelligente qu'elle n'est apparue dans le box. Au cours de l'instruction, les employés de la banque ont reconnu 4 des 11 accusés qui auraient donc fait partie du commando. Mais au moment du procès, les témoins flanchent. Tous les gens qu'il y avait dans le box, je me souviens pas les avoir vus à la maison, aucun. Aucun. Celui dont le signalement a été le plus souvent rapporté, c'est le Chinois Dominique Bernardini. Mais à l'audience, l'accusation se dégonfle. Si plusieurs témoins l'avaient reconnu dans un premier temps, sur la totalité, il n'y en a qu'un qui a maintenu cette reconnaissance chez le juge. Alors un témoin, comme disaient les Romains, testis unus, testis nullius, et en plus il est arrivé devant la cour d'assises avec des tas de gens qui indiquaient qu'au moment des faits, il était avec eux en Corse. Bernardini ajoute qu'il est victime des apparences. Il faut chercher un autre asiatique. C'est pourtant bien lui que les policiers ont repéré avec Armando sur le vieux port de Marseille et sur le parking de Mougins. Bernardini répond que c'est un hasard. Après lui, c'est au tour de Cassioni et de Chiari de nier leur participation. Finalement, le seul qui reconnaît avoir fait le coup, c'est Armando. Armando qui couvre ses co-accusés. C'est pas avec eux qu'il a fait le casse. Les vrais braqueurs courent toujours. Mais ce n'est pas lui qui les donnera. Et le butin, il ne l'a pas. Il explique que l'argent est entre les mains d'un homme qui lui donnait régulièrement rendez-vous dans un bar de Nice pour lui remettre des sommes à répartir. Cet homme, il ne le balancera pas non plus. Question d'honneur. Les auditions n'apportent rien de plus. Et l'avocat général sent bien qu'il va falloir frapper très fort pour convaincre le jury de la dangerosité des hommes qu'il juge. Moi, je crains, et c'est le sens de l'introduction de mon réquisitoire, que ne s'opère un phénomène que l'on rencontre assez régulièrement, c'est-à-dire de sympathie inconsciente par rapport à des gens qui ont réussi une affaire fabuleuse. Ma crainte, c'est que finalement, sans vouloir se l'avouer, on ait une forme d'admiration qui conduise à mal apprécier la gravité objective de cette affaire. Alors l'avocat général rappelle aussi la violence du braquage, la bombe humaine, les armes, les otages. Contre René Bombas, ce VRP du crime qui a cherché à vendre un hold-up clé en main, l'avocat général requiert 15 à 16 ans de réclusion criminelle.
Contre Gino Lopiccolo, l'opportuniste, qui a soutiré les informations à Hélène, celui sans qui elle ne serait jamais passée à l'acte, il demande 15 ans. 15 ans aussi pour Hélène Renaud, la taupe. L'avocat général n'a pas cru à son histoire d'amour. On veut lui faire porter un chapeau beaucoup trop grand pour sa petite tête, parce qu'elle n'était pas non plus le cerveau de ce casse comme on a pu le présenter au moment du procès, ou la manipulatrice intéressée par l'argent. Pour l'avocat général, Armando et Bernardini sont bien ceux qui ont dirigé le casse. Pour eux, ils demandent 20 ans de prison, le maximum. Et pour marquer les esprits, ils laissent le jury imaginer la vie de ces braqueurs quand ils récupéreront le magot à leur sortie de prison. Ça, cette perspective-là m'a fait dire en réalité que de toute façon la justice dans cette affaire était en échec parce qu'elle n'avait pas réussi à mettre la main sur ce magot et en quelque sorte l'affaire terminée, la peine purgée, eh bien ces gens-là, Marc Armando et d'autres, iraient boire un verre à la santé des jurés. Et là, effectivement, cette image un peu forte se voulait aussi provocante pour dire aux jurés, vous voyez, on est en train de se moquer de vous, vous êtes là pour juger, mais finalement, votre décision ne va rien changer à l'affaire et le crime va quand même toucher ses dividendes. Les plaidoiries des avocats pèseront peu face à ce réquisitoire. Après 11 journées d'audience, les jurés n'acquittent qu'un seul homme, Jean Chiari, faute de preuves. Ils condamnent Armando et Dominique Bernardini à 18 ans de prison avec une peine de sûreté des 2/3. Gianfranco Cassioni à 10 ans. Dominique Giannone, 8 ans. René Bombas, le VRP du crime, prend 12 ans. Quant à Hélène Renaud et Gino Lopiccolo, les instigateurs du casse, ils sont tous les deux condamnés à 14 années de prison. Je pense qu'elle paie avec ses 14 ans la médiatisation et le trouble à l'ordre public vraiment exceptionnel apporté par ce dossier. C'était le braquage de la Banque de France, c'était un butin hors norme, c'était une affaire hors norme. Je pense que sur un braquage peut-être plus classique, entre guillemets, elle n'aurait pas pris 14 ans. On ne saura sans doute jamais si Armando travaillait réellement pour le compte d'un commanditaire. Et qui? Les hommes qui ont commis ce casse, au procès, il en manquait au moins une dizaine. Et l'argent, où est-il passé? Ça non plus, on ne le saura jamais. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que tous ceux qui ont été envoyés en prison en sont maintenant sortis. Hélène et Gino se sont mariés et coulent des jours heureux au Brésil.